Bonjour à tous, donc on va enchaîner. Merci à tous d'être ici, ceux qui sont là depuis ce matin, ceux qui viennent d'arriver. Excusez-moi, on a démarré, pardon. Merci. Donc pour cette dernière table ronde, avec un sujet que je trouve particulièrement intéressant, surtout pour finir, parce que c'est vrai que quand on parle de sécurité et de cyber, on a souvent tendance à pointer, et à juste titre, des problèmes au niveau des coûts, parce que ça coûte à la fois en termes d'investissement et aussi ça coûte quand il y a des hacks, quand voilà, vous perdez des fonds. Mais c'est aussi très intéressant de noter que c'est précisément parce qu'on a des dispositifs et qu'il y a des entreprises, et on va en parler juste après, qui permettent de sécuriser cet écosystème, qu'il est possible en réalité de développer une industrie, et justement en investissant quelques milliards, voire des dizaines de milliards, on arrive à en produire des centaines. Donc, merci encore à vous d'être là. Je vais juste vous demander de vous présenter brièvement. Et puis après, on va commencer évidemment plein de questions. Et nous aurons aussi 10 minutes à la fin pour une série de questions-réponses. Merci. Bonjour à tous, Benjamin Thomas, consultant en sécurité à Orange Cyberdéfense et porteur des activités blockchain. Bonjour, je suis François Volpout, je suis le directeur général de Chainalysis sur l'Europe du Sud, Israël et l'Afrique francophone. Et moi, je m'appelle Vincent Le Gallic, je suis CTO de Comet. Merci beaucoup. Et donc, voilà, moi, je suis l'un des cofondateurs de The Big Whale. Je suis journaliste crypto depuis 9 ans, après avoir travaillé chez Reuters et aux Échos. Première question, et je vais la poser à vous trois. C'est finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de chiffrer un petit peu ce que représente, justement, dans l'univers des cryptoactifs, la cybercriminalité? On entend énormément de chiffres. Ce matin, c'est assez amusant. Je crois que vous êtes arrivé dans l'après-midi. Ou non, pardon, c'était juste avant. C'était la très bonne intervention du colonel qui parlait de 1% à peu près dans l'univers crypto. Je parle sous ton contrôle, François, mais je crois que c'est un peu en dessous. C'est justement ce que représentent les cryptos, enfin du moins le crime dans l'univers des cryptos. Donc est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on est capable d'avoir effectivement une idée précise de ce que cela représente, à la fois donc, dans ce que ça coûte et aussi dans ce qui est investi par les entreprises du secteur? Il est intéressant de reprendre le problème avec peut-être sous un angle différent en fait. C'est la blockchain, comme vous le savez, la transparence inhérente à la blockchain rend difficile les activités illicites. Maintenant, beaucoup d'acteurs illicites l'ont pas encore saisi ou utilisent des schémas sophistiqués pour contourner ces éléments-là. Donc pour chiffrer maintenant, si on parle en 2024, l'activité illicite telle qu'on est capable de la suivre à l'heure actuelle équivaut à 0,14% du volume global d'échanges en crypto-monnaie à l'échelle mondiale. Maintenant, comme les transactions sont immuables, on peut retrouver des transactions où un acteur illicite ou l'auteur d'un hack ou quoi que ce soit, l'argent peut être retrouvé, suivi quelques années après, et ce chiffre peut être amené à grossir. Mais si on regarde par rapport à l'année dernière, où on était, ou en 2023, où on est à 0,24%, il y a quand même une tendance décroissante qui l'amène à 0,14%. Et petite question, c'est vrai que quand on parle d'activités illicites, est-ce que ça ne concerne que les activités, j'allais dire, post-cyberattaque, ou alors est-ce que les cyberattaques représentent finalement une petite partie de tout ce qui est activité illicite dans l'univers crypto? Petite partie, partie non négligeable, mais quand les grandes activités aujourd'hui, ou les tendances, je ne sais pas si ça répondra à ta question en fait, mais les grandes tendances dans les acteurs illicites et les activités illicites autour de la crypto-monnaie, on a une augmentation relativement importante des hacks, notamment à cause de la Corée du Nord, donc qui sont des gros acteurs et des gros financeurs de leur programme nucléaire grâce à ces hacks. La cyber, aujourd'hui, je la prendrais sous deux angles. Un angle qui est le plus important pour donner un peu la valeur. Le plus gros pan de cyber, on va dire, c'est le scam, qui représente
C'est le scam qui représente aujourd'hui 12,4 milliards sur les 40,9 milliards reconnus en tant qu'activité illicite sur 2023. Le scam en représente, à l'heure où on se parle, 12,4 milliards. Mais quand on met ça au rapport des monnaies fiduciaires, le scam au sens où les fraudes au sens large faites à l'échelle mondiale, on est entre aujourd'hui 500 milliards de dollars en valeur jusqu'à l'évaluation 1030 milliards, la plus grosse évaluation. Ouais. Et quand on met ça à l'échelle française, ça fait 1570 € à peu près par personne. D'accord, donc presque anecdotique. Ok, non, mais intéressant. Là-dessus, et au-delà de ça, surtout, Vincent et Benjamin, c'est maintenant sur les principaux risques dans l'univers crypto. Est-ce qu'on a identifié des choses, c'est qu'on dit souvent que c'est l'humain qui est le principal facteur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se vérifie dans la crypto? D'abord, pour rebondir sur les chiffres, chaque année, entre 2 et 4 milliards sont volés à cause de hacks, à cause de scams, effectivement. Chaque année, ça représente entre 2 et 8% de la valeur totale bloquée dans les smart contracts de la finance décentralisée, de la blockchain. Entre 2 et 8%, c'est énorme. Et c'est à relativiser quand même avec la taille du cybercrime international. On estime typiquement qu'en 2025, on sera sur 10 000 milliards de dollars de coût du cybercrime à l'échelle mondiale. Donc là, on parle de 2 à 4 milliards, donc à relativiser. Par contre, on en entend beaucoup plus parler pour la simple et bonne raison que dans le secteur de la blockchain, de la DeFi, du Web3, de la self-custody, ce sont directement les utilisateurs qui sont impactés et pas les entreprises. Donc là où les 10 000 milliards, ce sont des rançons, ce sont des impacts métiers, ici, ce sont directement les euros des utilisateurs. Voilà pour la partie chiffres. Ensuite, pour répondre à ta question sur les menaces, elles évoluent aussi beaucoup effectivement ces dernières années. Ça a commencé globalement en 2016-2017 avec l'avènement des smart contracts. À l'époque, c'était des scripts qui disent, des amateurs qui trouvaient des vulnérabilités dans le code qui n'étaient pas sécurisés. Ce code tend tout de même à s'améliorer. Le code des smart contracts, sa sécurité tend à s'améliorer. Aujourd'hui, ce sont des attaquants, on l'évoquait effectivement, un peu plus étatiques ou financés par les États qui sont à l'origine des attaques et qui s'en servent notamment pour financer leur programme nucléaire, comme ça a été si bien dit. Donc le profil des attaquants évolue, les vecteurs d'attaque évoluent. Là où, je le disais, c'était principalement les smart contracts qui étaient ciblés dans un premier temps. Aujourd'hui, on se rapproche beaucoup de vecteurs assez similaires à ce qu'on retrouve dans la finance traditionnelle ou dans l'informatique traditionnelle. Attaquer les utilisateurs, effectivement, par exemple. Ok, là-dessus, Vincent. Sur les chiffres, rien à ajouter, surtout que je ne les connais pas si bien que vous. Pardon, je vais parler proche du micro. La petite différence, c'est que l'incitation à venir hacker, elle est publique. Je suis sûr qu'on va parler de Bybit dans pas longtemps. Mais le fait de mettre beaucoup d'argent au même endroit fait que vous créez une incitation à avoir des gens qui vont essayer de venir vous hacker. Donc ça peut être dans un cas une preuve qu'on est super sécurisé, comme des protocoles comme AVE en disant regardez, j'ai plusieurs centaines de milliards, il n'y a pas eu de hack, donc je suis sécurisé. Et dans d'autres sens, ça crée une incitation comme une bijouterie qui laisserait la porte ouverte en disant regardez, j'ai des centaines de millions d'euros de bijoux, est-ce que vous voulez venir les voler quoi. Donc voilà la grosse différence que je vois avec les choses un peu plus traditionnelles. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu soulèves un bon point. Il y a beaucoup d'affaires de hack dont on parle abondamment, notamment dans les médias. Et c'est vrai que il y a 15 ans, l'idée même des blockchains et des cryptos, c'était finalement de décentraliser totalement cet univers. Et on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, en fait, du côté des blockchains, la sécurité est plutôt éprouvée, mais qu'en revanche, on a des points de failure, des points d'attaque qui sont effectivement ces entreprises, je pense notamment aux intermédiaires, donc les grandes plateformes. Est-ce que effectivement c'est comme ça qu'on doit voir aujourd'hui cet univers où finalement il y a encore plein de zones d'attaque? Il y a quand même eu un vrai progrès. Enfin, les acteurs de la crypto, les crypto-natifs, comme Comet ou etc., ont passé beaucoup de temps à faire des choses innovantes. Et ces dernières années, à les sécuriser. Beaucoup de temps à faire des choses innovantes. On est passé dans la phase de sécurisation. Et c'est là où on voit la descente, j'allais dire,
ou la diminution des activités illicites. Néanmoins, si on reparle des scams que tout le monde connaît, aujourd'hui, juste pour te donner l'aspect cyber par rapport aux cryptos, si on parle des scams, aujourd'hui, la plus grande porte d'entrée des scammers, c'est l'Authorized Payment Push. Donc, finalement, c'est des paiements autorisés où ils vont se soustraire à n'importe qui ici, prendre n'importe quel portefeuille et le faire passer pour un vrai. Et comme aujourd'hui, la plupart des sécurités, la plupart ou une grande partie des entreprises sécurisent par l'identité, donc quand l'identité a été hackée, eh ben la fraude, elle devient gigantesque. Donc il y a encore une vraie progression à faire. Les acteurs de crypto ou les acteurs de la blockchain sont de plus en plus sécurisés et on a une vraie, je pense que Vincent pourra en parler aussi, hein, mais on a une vraie montée en gamme dans la sécurisation. Maintenant, l'acteur traditionnel qui est très bon sur ces domaines fait face à des attaques sophistiquées et qui ouvrent les portes à beaucoup de comptes aujourd'hui. Et justement, effectivement, attaque sophistiquée, ce qui est intéressant de noter, c'est que même si le niveau de sécurité s'améliore avec le temps, il y a quand même une énorme disproportion entre les moyens des attaquants, les attaquants étatiques qui ont globalement des moyens illimités, une motivation illimitée, et les capacités justement des entreprises du secteur qui sont généralement des PME, des startups, voire des TPE, et la disproportion entre ces deux mondes est assez démesurée. Et c'est, je pense, la première fois de l'histoire de l'informatique où la TPE, la PME fait face à l'attaque étatique. C'est assez impressionnant. Et là-dessus, effectivement, il y a des gros acteurs, mais il y a aussi beaucoup de petits acteurs. Et par exemple, Vincent Comet, vous ne travaillez pas qu'avec des gros acteurs. Ça coûte cher d'être, j'allais dire, sécure quand on travaille dans l'univers crypto. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est particulièrement compliqué. Alors, je vais donner une idée. Nous, on est une vingtaine. On a bien la moitié de la boîte qui travaille sur ce genre de problème. Quand on fait des smart contracts, effectivement, les audits, c'est ce qui coûte très cher. Et on essaye d'utiliser aujourd'hui, comme tu disais, un maximum de standards. Donc je dirais que c'est plutôt la réglementation qui va nous coûter plus cher que le côté audit de code et toutes les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place. Nous, on a choisi d'être prestataire de services sur actifs numériques. Donc on a eu tout un coût pour mettre en place cette réglementation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça nous fait rentrer dans un cadre qui nous permet de travailler avec des acteurs un peu plus traditionnels. Donc on rentre dans ce cadre, mais la volonté de vouloir protéger l'utilisateur final, elle était déjà. Donc c'est pour ça que finalement, même un acteur assez petit comme Comet a réussi à être Psan et bientôt Mika, parce qu'on utilisait déjà des technologies qui ressemblaient énormément à ce que font les banques quand elles vous demandent de valider un virement sur votre téléphone. Vous devez, je sais pas, avec de la biométrie par exemple, dire oui, je suis bien l'auteur de cette demande et valider que vous êtes bien derrière votre téléphone avec un facteur d'authentification. Donc on était, j'ai l'impression que la maturité de la sécurité dans le monde blockchain est quand même assez supérieure au monde traditionnel. Vous pourriez dire la même chose, enfin sur peut-être, notamment je pense du côté de Orange Cyberdéfense, vous travaillez avec les deux univers, il y a plus de maturité du côté des acteurs crypto. Spontanément, ça m'étonne un petit peu, mais... Oui, effectivement, moi je suis qu'à moitié d'accord avec ça. En tout cas, ceux qui viennent nous voir font partie des plus matures, puisque le simple fait de venir nous voir, veut dire qu'ils veulent penser à leur sécurité à 360. Mais le simple exemple de Bybit, hack de mi-février. Peut-être réexpliquer très rapidement Bybit, ce que tout le monde a. Bybit, plateforme d'échange de cryptoactifs avec plusieurs milliards de dollars d'actifs sous gestion qui a été piraté. 1,5 milliard a été volé, ça a été attribué à Lazarus, donc groupe nord-coréen. Cette attaque a été réalisée à cause de le portefeuille numérique qu'ils utilisent pour stocker les actifs de leurs clients, l'entreprise Safe, qui lui-même a été compromis pour que l'interface soit modifiée et que ça permette aux collaborateurs de Bybit qui pensent réaliser une transaction de routine, en réalité, ils sont en train de réaliser une transaction qui a été créée de toutes pièces par l'attaquant. Et justement, c'est un exemple parfait de manque flagrant de maturité de pourtant gros acteurs du secteur du Web3 ou du secteur de la crypto,
parce qu'il gère encore aujourd'hui des milliards de dollars et ils n'assuraient pas la sécurité de leurs tiers. Ils utilisaient une solution qui n'était pas forcément adaptée à leurs besoins, qui n'était pas en plus correctement configurée. Ça, c'est pour Bybit. Ensuite, pour Safe, le portefeuille, donc le wallet, portefeuille numérique, eh bien, ce hack a pu avoir lieu parce qu'un développeur de l'entreprise Safe s'est fait infecter son PC par un virus. Il n'avait pas de DR a priori ou pas suffisamment performant. Donc l'avenir de la finance, Safe, c'est un composant critique de la finance décentralisée qui sécurise plus de 100 milliards aujourd'hui. L'avenir de la finance est construit sur un PC qui n'a pas de DR globalement. Donc ça, c'est pas forcément rassurant. C'est là où je pense qu'il y a des nuances quand même dans le niveau de maturité des acteurs du secteur. Je pense que beaucoup d'acteurs du secteur pensent à tort que la sécurité se limite à celle des smart contracts. Ça se ressentait d'ailleurs dans la communication de crise de Safe, dont la première réaction a été de dire « vous inquiétez pas, nos smart contracts vont bien ». Et pourtant, c'est le front-end, c'est l'interface qui s'est fait compromettre. Et donc, les acteurs cypherpunk du secteur se limitent à la sécurité des smart contracts, alors qu'elle doit être vue au complet, en entier. Et là, l'interface était complètement délaissée et l'attaquant est passé par là. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera un wallet self-custody comme MetaMask B2C qui sera compromis de la même façon? Dans ce cas-là, ça aura un autre impact systémique. Est-ce que ça sera le wallet d'une grande application de finance décentralisée ou de développeur d'une grande application de finance décentralisée qui aura aussi un impact systémique? Est-ce que ça sera un nœud blockchain de n'importe quelle blockchain ou la couche inférieure, Linux, qui permettra d'attaquer la blockchain? Bref, il y a beaucoup de considérations et l'écosystème n'y pense pas du tout. Et justement, qu'est-ce qui est fait pour éviter que se reproduisent ces hacks à répétition dont l'origine est, effectivement peut dépendre, le front-end, un salarié qui n'avait pas été vigilant. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'industrie crypto, Vincent l'a mentionné, il y a effectivement la partie réglementation. Là-dessus, on a vraiment élevé les standards et effectivement, ça coûte aujourd'hui pas mal d'argent, enfin en proportion de ce que représente le secteur. Donc pour des petites entreprises, c'est plus compliqué. Est-ce que là-dessus, aujourd'hui, les standards donc, de sécurité dans l'univers crypto, même si, effectivement, comme disait Vincent, certaines entreprises crypto le font très bien, est-ce qu'on est à un niveau de ce qu'on voit en fait dans l'univers traditionnel? Juste avant de répondre à ta question, je vais quand même revenir un petit peu sur cet élément. Il ne faut pas jeter l'opprobre comme ça sur tout un secteur, en fait. Et si tu mets ça en parallèle du secteur standard, et ce que j'aime à rappeler, c'est, et même si on participe à l'effort de guerre pour sécuriser l'écosystème crypto, j'aime à rappeler que le blanchiment dont font partie les hacks, etc., au niveau mondial, si on parle de monnaie fiduciaire, dollars, euros, etc., c'est 3% du PIB mondial, 2129 milliards de dollars. En crypto-monnaie, on parle de 40,9 milliards de dollars, 0,14% de l'échange. C'est important de remettre de la perspective. Maintenant, le hack Bybit, et je reviendrai, comme beaucoup savent ici, on aide Bybit. On a déjà récupéré, je pense la semaine dernière, il y a déjà 40 millions de dollars de saisie, c'est sûr. Sur 1,4 milliard, c'est pas beaucoup. Mais le travail est ongoing. Et ça, c'est important. C'est aussi important de le signifier. Maintenant, effectivement, le secteur a été extrêmement focalisé sur l'innovation. On a encore des entreprises jeunes, mais chez ces entreprises, à contrario de ce qu'on va trouver dans les entreprises standards, je pense, alors pour en faire beaucoup, parce qu'on a aussi beaucoup de clients dans le monde privé, je vois rarement des mots de passe, etc., traîner quelque part. Ce qui, dans l'industrie usuelle, est encore. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à la manière dont on affiche l'industrie crypto, qui doit s'améliorer, certes, et elle s'améliore grâce à des entreprises comme la nôtre. Donc pour répondre à ta question maintenant, Raphaël, on a acquis 2 sociétés. Chainalysis et la manière dont les forces de l'ordre avec lesquelles on travaille activement et qui ont beaucoup de compétences, qui ont développé beaucoup de compétences ces dernières années, on arrive après la guerre. Quand je dis après la guerre, un hack, un vol, un scam, quoi que ce soit est arrivé, on est dans l'enquête, on trace l'argent. Maintenant, l'industrie est telle qu'on la façonne, en tout cas chez Chainalysis, c'est la conviction, c'est d'être proactif. Donc c'est là où tu as raison. Être en amont
des scammers, en amont des hacks. Et effectivement, c'est développer des outils, des automatisations, donc avec toutes les technologies, pour auditer en temps réel les smart contracts, pour pouvoir en temps réel analyser les failles et les attaques sur les technologies blockchain, ce qui était aujourd'hui, ce qui n'existait pas en tant que tel. On développe aussi des technologies qui sont capables d'échanger avec un scammer avant même qu'il ait atteint son client. Donc lui faire croire qu'il est qu'un client et arrêter. Et c'est ça la proactivité. Donc c'est une échelle qui est un petit peu différente du monde traditionnel, certes, qui se voit sous d'autres aspects, parce que la technologie, de facto, il faut toujours se rappeler, la blockchain est un mauvais allié des voleurs. C'est transparent, on est capable de suivre l'argent au travers du temps. Mais avec la proactivité, on amène une nouvelle pierre à la sécurisation et dans l'aide de nos clients, notamment les clients du monde privé. Là-dessus, justement, Vincent, sur la réglementation à l'échelle européenne, donc on parle de MiCA, DORA, vous avez beaucoup travaillé dessus, vous continuez de travailler dessus. Là-dessus, ce sont beaucoup d'investissements, mais est-ce que ça peut, j'allais dire, créer les conditions effectivement d'une accélération du développement du secteur, parce que plus de sécurité, plus de confiance? Alors j'espère, parce que du coup c'était beaucoup d'investissement. Ce que je me dis, c'est que si on veut si on veut convaincre des gens de faire de la finance décentralisée, nous c'est vraiment là-dessus qu'on voit un cas d'usage dans les 5 prochaines années au moins, autour par exemple de stablecoin, du staking, du cross-border payment. Les gens qu'on veut convaincre d'utiliser, d'aller au plus proche de la liquidité qui est sur la finance décentralisée, c'est des acteurs qui ont besoin de travailler avec des gens qui sont régulés. Et ce que je comprends, il y a eu des cas, je me rappelle d'une néobanque qui s'appelait Morning, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui avait fait collecter de l'argent pour le compte de tiers et qui, en gros, le patron est parti avec la caisse. Donc il n'y a pas que dans la crypto que, d'ailleurs, la majorité des hacks qui sont pas dans la crypto, en fait, on n'entend pas parler, en fait. Mais à mon avis, ce serait assez sympa de voir combien d'employés sont devenus malveillants et ont eu accès à des choses dans les boîtes un peu plus tradies. Donc oui, j'espère, et je pense pas que le régulateur va vouloir nous imposer des choix technologiques. Je pense pas du tout. Je pense que d'ailleurs il est plutôt neutre là-dessus. C'est plutôt sur la philosophie de dire à partir du moment où vous gérez les fonds de vos clients, vous devez montrer quelques garanties, et ça me paraît assez normal. Et est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples justement de mesures que vous avez dû mettre en place qui n'existaient pas il y a encore 2-3 ans et qui justement permettent de garantir plus de sécurité? Déjà des moyens humains. On a dû recruter des gens qui étaient plus formés que nous aux standards de sécurité des grosses boîtes. On a fait un audit PASI, donc c'est des choses où nous on faisait de la crypto, mais on ne savait pas forcément qu'il fallait prendre tel HSM sur telle norme. Ensuite, sur le KYC, l'anti-money laundering, toutes ces règles-là, nous on était des profils plutôt tech, donc soit on s'est formé, soit on a recruté des gens à l'externe. Et voilà, une seniorité et des gens qui avaient aussi un background financier que l'on n'avait pas forcément. Donc voilà tous les moyens qui me viennent. Et là-dessus, toutes les entreprises se mettent à l'échelle, ou justement certaines ne passeront pas, j'allais dire, le cut de la réglementation, et auquel cas, comment il faut gérer ce type de situation? J'imagine que, par exemple, côté Orange Cyberdéfense, alors vous allez plutôt être sollicité par des groupes qui ont, j'imagine, l'argent et les moyens pour travailler avec vous, mais comment vous voyez effectivement tous ces dossiers? Alors, sollicité par des groupes qui ont les moyens, oui et non. Typiquement, ça fait quelques années qu'on est le leader dans la TPE et la PME. On accompagne les toutes petites entreprises, quelques euros par mois, et son poste de travail est sécurisé. Donc ça, c'est intéressant. Ça aurait permis d'éviter l'attaque dont on parlait avant. Et sinon, effectivement, oui, comment est-ce qu'on les accompagne? Alors d'abord, l'important c'est de leur donner la vue à 360, sur leurs risques. Dans tous les cas, c'est imposé par MiCA et par DORA, typiquement de réaliser une analyse de risque, d'avoir une approche par les risques. Donc d'abord de cartographier ces activités, de voir ce qui est à risque, de voir le chemin d'attaque que pourrait employer un attaquant pour mettre en place les mesures pour s'en protéger. Ça, c'est la première étape essentielle. Et donc dans ces mesures, il y a notamment la partie poste de travail ou serveur que je viens d'évoquer. Ensuite, on évoquait audit PASI, c'est effectivement aussi typiquement les sujets sur lesquels on accompagne nos clients.
Après, effectivement, les tout petits acteurs, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un audit PASI qui est exigé, c'est un audit réalisé par une entreprise qualifiée PASI, mais le régulateur n'exige pas qu'il ait lui-même le tampon PASI. Et c'est même pas vraiment exigé, bref. Et donc là, effectivement, il y a beaucoup de petits acteurs qui n'ont même pas les moyens d'engager une quelconque dépense et qui prennent la décision d'attendre et d'espérer que ça s'assouplisse avant la fin de la période transitoire mi-2026. Je voudrais en profiter pour passer un petit message sur le sujet de la régulation, c'est que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas européennes exercent en Europe et sont concurrentes de boîtes comme les nôtres qui, eux, ne jouent pas le jeu de la régulation. Et pour nous, c'est très dur, c'est très difficile de constater qu'on a fait des efforts pour se plier à la réglementation et on adorerait qu'il y ait un peu des règles plus claires en disant mais qui a le droit de faire quoi en Europe. Voilà, j'en profite pour passer le message. Non, mais c'est un bon point. Et puis, juste, Benjamin, je pense que c'est important que les petites entreprises du monde crypto, qu'elles sachent aussi qu'Orange Cyberdéfense se met à la crypto, parce que c'est ce moyen aussi de leur donner la capacité, avec des coûts raisonnables, avec des compétences expertes, de pouvoir aller plus dans la cyber. Pour répondre, en fait, il faut réussir à... T'as raison, enfin, c'est un enjeu compétitif, hein, ça, tu le sais mieux que moi. On est en train... l'élection, si on regarde des deux côtés de l'océan, l'élection de Trump, elle amène... Il y a beaucoup de choses autour de ça. D'un point de vue réglementation, on va dire que ça enlève l'aspect réglementation-sanction. Et tous les prédécesseurs, enfin la SEC, etc., on était vraiment dans la réglementation-sanction. En France et en Europe, il faut réussir à trouver cet équilibre. Parce que finalement, si on a une déréglementation, même si je parle de réglementation non-sanction aux US pour l'instant, et pas une déréglementation, et qu'en Europe, au travers de MiCA, au travers de DORA, etc., on augmente d'une manière significative les contraintes pesant sur les innovants, bah, globalement, ça va brider l'innovation. Et c'est vrai que se sécuriser sur tous les aspects, ça coûte cher. Mais ça coûte cher parce qu'il y a aussi de la compétence derrière. Enfin, c'est comme tout à chacun. Mais c'est vrai qu'on est dans cet équilibre et je suis assez en phase avec toi. Attention à la réglementation-sanction. Et il faut vraiment trouver cet équilibre, cette savante alchimie entre innovation et réglementation. Et pour l'instant, on cherche encore un petit peu en Europe, bien qu'on lead le pack. Hein. Enfin, MiCA, c'est un vrai chemin à suivre pour beaucoup dans le monde. Maintenant, il faudrait que tout le monde le suive ou qu'on fasse un choix, mais un choix mondial, parce que la blockchain, de facto, ne souffre pas les frontières. Juste pour compléter sur la partie réglementation, ce qui est assez intéressant avec MiCA et donc implicitement avec DORA, c'est que l'objectif, c'est pas, je vais parler surtout de DORA, l'objectif, c'est pas de réguler pour réguler, l'objectif, c'est d'avoir un niveau homogène de sécurité pour éviter les impacts systémiques en cas de cyberattaque. Et typiquement, premier des 5 piliers de DORA, gestion des risques liés aux technologies de l'information. L'intérêt, c'est ça, identifier ces risques, avoir une vue exhaustive de ces risques, c'est aussi ce qu'impose MiCA, et bien s'assurer d'avoir mis en place des mesures proportionnées. Mais au final, ça, c'est très subjectif. Il n'y a pas d'exigence particulière technique sur la chose. Troisième pilier de DORA, gestion des risques liés aux tiers. Si Bybit avait suivi ce pilier, ils auraient identifié Safe comme un composant critique, ils auraient mis en place de la sécurité, le hack n'aurait jamais eu lieu. Donc la réglementation aurait évité la cyberattaque. Cinquième pilier, partage d'informations, de renseignements. La plupart des hacks se font par des vecteurs d'attaque qui ont déjà été employés par le passé, mais les entreprises ne font pas de veille, on ne leur partage pas les informations sur le fait que ceci est un vecteur d'attaque dangereux. Eh bien, avec DORA, ça sera réglé parce qu'il y aura du partage d'informations entre les différentes autorités et entre les différentes entités financières. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont de très bons points. Je sais quelque chose de très intéressant quand on parle de blockchain. En général, on identifie pas mal de problèmes en termes de sécurité, mais on ne se pose pas forcément la question de savoir quels sont aussi les problèmes que la blockchain peut résoudre en termes de sécurité. Là-dessus, je t'ouvre un peu un boulevard, François, sur la traçabilité. Et je veux dire, est-ce que quand même, ça n'est pas dans l'équation globale un point déterminant de savoir que oui, ça pose de grands défis en termes de sécurité, mais ça simplifie aussi peut-être certaines choses en termes de sécurité? Eh bien, je prendrais ça sous le prisme de dire que c'est une réponse évidente aux problèmes de sécurité. Maintenant, la blockchain a besoin de maturer.
et les acteurs de la blockchain. Comme je l'ai dit précédemment, en fait, cette transparence inhérente à la blockchain permet de tracer, alors pour éviter toute polémique, etc., nous ne traçons pas les individus. Le job d'une société comme Chainalysis, c'est d'identifier des entités du monde réel et de pouvoir rattacher des portefeuilles appartenant à ces entités du monde réel. Maintenant, comme la blockchain, j'ai dit cette transparence inhérente, c'est que tout est traçable, tout est public. Maintenant, il faut savoir l'analyser. Au demeurant, prenez une chaîne de valeurs financières traditionnelles. Qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est traçable, qu'est-ce qui est transparent? Et quand on se pose cette question, quand on se pose cette simple question, on se dit que la blockchain est déjà une réponse, est déjà intrinsèquement sécurisée ou sécurisante. Maintenant, pour donner, pour permettre au plus grand nombre de l'adopter, que ce soit aux institutionnels, la massification, effectivement, et c'est là où tu as raison notamment, il faut, une réglementation. Parce que la réglementation, aujourd'hui, je fais partie peut-être des anciens, mais s'il n'y avait pas eu de réglementation dans la banque, je ne suis pas sûr que mon argent serait à la banque. Parce qu'au demeurant, qui me dit que l'acteur chez qui je l'ai mis est sécurisé, comme tu dis, il y a des réglementations, il y a des règles, etc. Donc, quand on met la transparence des blockchains, la capacité de sociétés comme les nôtres à suivre ce qui s'y déroule, à pouvoir aider les forces de l'ordre, à suivre, à analyser, à investiguer, à les saisir quand il y a eu des méfaits. Il y a beaucoup de cas qui sont publics dans lesquels il y a eu des méfaits des acteurs illicites et dans lesquels nos solutions et nos capacités de traçage, de suivi ont permis aux forces de l'ordre d'aller faire. Donc ça, c'est le premier élément. Et il faut vraiment s'en rappeler. C'est traçable. Ça permet. Ensuite, on a les autres cas d'usage, et là, qui sont des vrais cas d'usage technologiques qui vont simplifier le paiement transfrontalier, etc., l'immédiateté, les frais. Mais ça... Ouais, pour compléter, moi, je dirais que j'ai absolument confiance quand j'ai ma clé Ledger, et pour comprendre un peu comment ça marche, si je fais une transaction pour bouger mes bitcoins ou mes ethers, il y a de la cryptographie, je comprends ce qui se passe à peu près, c'est beaucoup plus sécurisé que ma banque. Entre moi et mon nœud Ethereum, il ne va rien se passer, c'est très cool. Maintenant, sur l'usabilité qui fait que moi j'ai essayé de distribuer des wallets pendant 3 ans, on affiche 12 mots à quelqu'un et en fait ils les prennent en photo sur leur téléphone. C'est ça qui est très drôle en fait, c'est que c'est tellement difficile à utiliser que les gens font des détours et en fait font que le niveau de sécurité est un peu enforcé par des algorithmes où le code fait la loi et il y a très peu d'intermédiaires, même réseau, etc. C'est très pur comme technologie. N'empêche que comme elle est difficile à utiliser, comme dans tout, il y a des raccourcis, je sais pas, qui font qu'on rajoute des intermédiaires et les gens ont un usage de cette technologie qui parfois fait un peu peur. Mais c'est un excellent point. C'est vrai que finalement, c'est aussi à l'usage qu'on se rend compte que mais ça avance, hein, je veux dire, la technologie avançant, mais c'est vrai que la prise en main, que ce soit d'un wallet ou l'usage d'outils dans cet univers, ne sont pas encore peut-être à la portée de tous, ce qui déjà présente un problème en termes de sécurité, parce que ne pas tout comprendre, c'est déjà s'exposer. Je vais vous donner une petite anecdote. Nous, on a pris longtemps à essayer de remplacer les 12 mots par des éléments du téléphone. Permet d'accéder voilà. à ces cryptos. Oui, pardon, oui, c'est vrai, je ne précise pas. On va dire le mot de passe de son wallet pour simplifier. On a essayé de remplacer ces 12 mots par des choses que les gens utilisent déjà. Donc, en l'occurrence, c'était la biométrie du téléphone. Mais la biométrie du téléphone peut disparaître. Et comme on gère de l'argent, il y avait une étape où on demandait de faire un backup de cette clé. Et les gens nous répondaient dans les tests utilisateurs, quand je prends l'ascenseur, je mets pas un parachute, quoi. En fait, les gens pouvaient... La self-custody, dans le design, les gens veulent pas imaginer qu'il y a un risque quand ils utilisent un système. Donc c'est très compliqué de rajouter des étapes à l'onboarding. Et puis après, il y a des problématiques de... Quand les gens dépensent de l'argent pour faire venir des utilisateurs, dès qu'on rajoute des étapes à l'onboarding, c'est pas possible. Là-dessus, Benjamin, est-ce que même du côté d'Orange Cyberdéfense, vous travaillez sur, je sais pas, des solutions qui pourraient faciliter l'onboarding? C'est quelque chose que vous avez déjà envisagé?
Alors, pas du tout, pour répondre à ta question, mais les solutions pour faciliter l'onboarding, elles sont en cours de développement. Il y en a une première solution qui arrivera avec Pectra à la prochaine mise à jour d'Ethereum, ou c'est Pectra, ou c'est encore celle d'après Pectra? Non, c'est Pectra. C'est Pectra. Donc c'est l'account abstraction, et donc le smart contract wallet, le fait qu'un portefeuille numérique devienne un smart contract qui soit donc programmable et qui permette par exemple d'avoir de l'authentification multifacteur, ou à terme qui le permettra, ou qui permettra d'avoir du social recovery pour pouvoir récupérer son mot de passe si on l'a perdu en toute sécurité. Il y a des standards qui arrivent ou qui sont déjà écrits sur le sujet et qui permettront parfaitement de répondre à la question. Non, notre objectif n'est pas là. Notre objectif est déjà de s'appuyer sur les standards existants, de recommander les standards existants et bien d'assurer la sécurité à 360, que ce soit poste de travail, comme je l'évoquais, que ce soit la gestion des clés privées, que ce soit la sécurité des smart contracts, la sécurité des nœuds blockchain, pour que ça ne soit pas un vecteur d'attaque pour un attaquant, soit pour voler encore une fois des fonds, ou soit pour rebondir sur le système d'information et faire une autre attaque, etc. Donc c'est de donner cette vue à 360. Et on le disait sur la table ronde précédente, la technologie évolue rapidement. Comment on fait en termes de sécurité pour s'adapter à cela? C'est vrai que je me souviens très bien quand Jérôme avait présenté donc, ce que tu viens d'introduire et qui effectivement aurait pu faciliter avec des technologies qu'on utilise comme notre smartphone, l'usage d'un wallet. Ça va très vite. Comment vous vous adaptez, que ce soit Chainalysis ou Comet? Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse miracle. On essaye. Enfin, j'aime bien la différence de posture qu'on a par rapport à la sécurité. C'est que comme tu travailles pour une grosse boîte, hein, c'est un peu, on est trop gros pour fail, quoi. Parce qu'on a plein de mesures de sécurité. Nous, c'est un peu l'inverse. On est assez petit et on part du principe qu'on va fail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met une couche de sécurité, on se dit qu'elle a sûrement un problème, donc on va en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième, et on se dit, on espère que les trous vont pas s'aligner pour à la fin que ça fasse un problème énorme. Donc j'ai l'impression qu'on a une posture qui fait que on part du principe, par exemple, on a des mesures chez nous qui font qu'est-ce qui se passe si un employé de notre boîte devient malveillant. On n'a pas du tout envie de se poser ces questions-là, mais dans la crypto, il y a déjà eu des cas où des gens sont devenus malveillants. Donc nous, ce qu'on essaye de faire au maximum, tout ce qu'on peut mettre on-chain, on le met on-chain. Par exemple, on parlait du hack de Bybit. C'était assez étonnant qu'un smart contract, on puisse déplacer une telle valeur vers, donc, on a dit combien, 1,5 milliard en une transaction vers une adresse externe. On pourrait imaginer dans le smart contract qui ne soit pas une règle qui soit enforcée, qui dise on peut bouger que 1 million par jour. Et donc en fait, au premier million, on pouvait tout mettre en pause le système et dire ok. Donc notre règle, pour que je puisse à peu près dormir la nuit, parce qu'on gère quand même aussi quelques millions, on a énormément de chaînes, de règles on-chain qui sont, pour le coup, si on trust Ethereum, on trust le smart contract, qui font qu'au pire, je limite les possibilités d'attaque au plus près des fonds. Voilà ce que je fais, moi. De notre côté, pour compléter, ce qu'on fait, c'est dans la technologie... Si vous avez écouté ce que vient de dire Vincent et sur le hack Bybit, tout ce que tu as dit aussi auparavant, imagine que tu aies la capacité, ça c'est les nouveautés de Chainalysis, donc comment on contrevient ou comment on essaie de barrer la route à ces hacks, à ces attaques. C'est qu'aujourd'hui, avec des technologies type Exagate, tu serais capable de remplacer un validateur sur une transaction par une automatisation qui va aller valider que tout dans le smart contract, qu'il n'y a pas d'attaque, qu'il n'y a pas etc. dans le smart contract. Mais pas dans le smart contract, dans l'action d'aller bouger les fonds. Et finalement, là où tu pourrais dire j'ai des validateurs humains, à un moment donné, sur des montants suffisamment importants ou des mécanismes de validation, là, ça va être la technologie qui va être un validateur additionnel. Donc tu auras 3... Admettons, on est les 4 ici à valider, on serait 4 à valider, et tu auras un 5e qui est à base d'intelligence artificielle, mais pas que, et qui est chargé, lui, de détecter toutes les failles de sécurité, toutes les attaques connues qui pourraient avoir lieu dans une demande d'exécution sur un contrat, et qui serait le validateur technique. Et là, finalement, tu rendrais la sécurité au niveau de l'action. Et c'est là où, chez Chainalysis,
la vision de ce qu'on apporte, hein, c'est rendre la sécurité au niveau de l'action. Parce que quelquefois, quand je parlais de ces vecteurs d'attaque qui sont aussi des vecteurs humains, des vecteurs où on se fait passer pour un compte, pour que tout le monde comprenne, pour un compte qui soit complètement blanc, alors que c'est un vrai hacker, et ben ça aujourd'hui on a matière à le faire à partir du moment où dans le smart contract, dans l'exécution, on va mettre une étape ou un paramètre qui va faire appel à une technologie qui va dire ah ouais, là attention, là il y a un vecteur d'attaque connu, là, donc on valide pas. Et ça, c'est des nouveautés et qui, tu as raison, enfin, c'est la complexité et les schémas et la complexité des schémas utilisés par les acteurs illicites, elle est incroyable. Enfin, c'est à l'instar de tout. Enfin, qu'on transporte de la drogue ou qu'on fait des hacks ou qu'on vole une banque, c'est complexe. Ben, notre job, c'est d'essayer d'être toujours maintenant, de passer de la réactivité. Il y a eu un hack, je vais récupérer l'argent, Bybit, à je suis proactif à chaque, validation, dans la majeure partie des cas, j'ai un check technologique. Pour effectivement anticiper et éviter... Et pour compléter justement ce que tu disais, Vincent, en réalité, l'approche que tu as, elle est intéressante et en fait, nous, ce que l'on préconise, c'est qu'elle soit structurée. C'est ce que Dora, c'est ce que Mika préconise également. De se poser la question de... eh bien, est-ce qu'un attaquant interne peut faire quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça, c'est typiquement le genre de question qu'on se pose dans une analyse de risque. Le fameux premier pilier de Dora que j'évoquais, l'une des exigences cyber de Mika que j'évoquais. Et ça devrait être le point de départ de la sécurité pour se dire... Concrètement, ce serait quoi le worst case scénario? C'est quoi le pire qui puisse arriver? Est-ce que c'est un interne? Est-ce que c'est un tiers qui tombe? Ou est-ce que c'est un tiers qui se fait compromettre? Est-ce que c'est un PC, un serveur qui se fait compromettre? Est-ce que c'est un smart contract, etc. Donc l'idée, c'est de tout identifier et de prioriser en conséquence les mesures de sécurité à mettre, qu'elles soient techniques, qu'elles soient organisationnelles, comme ce que tu évoquais, par exemple. Voilà. Tu vois, par exemple, dans le Web 2, il y a eu beaucoup de vols de données, parce qu'en fait, c'était ça qui était à voler, quoi. Et là, quand on a eu toute la vague des NFT, on s'est retrouvé avec des développeurs qui étaient des web développeurs, qui se sont mis à gérer des clés privées dans l'entreprise. Parfois, il y a des boîtes qui ont vendu pour plusieurs millions, je ne vais pas les citer, mais bon, ils ont vendu des tonnes de NFT. Donc, les développeurs se sont retrouvés avec des clés privées qui géraient... je sais pas, des fois 10, 15 millions, et sauf qu'il n'y avait pas du tout les politiques que tu décris. Et ça m'amène quand même à la réflexion qu'au tout début de ma carrière, quand je faisais un site e-commerce, je devrais pas le dire, mais j'ai collecté des cartes bleues en fait. C'est que j'avais une petite base de données et on collectait les cartes bleues pour pouvoir à la main faire des paiements récurrents. Dans une petite base de données MySQL pas cryptée. J'avais 18 ans. Enfin bon. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu à cette étape-là. C'est-à-dire que chaque personne redéveloppe sa sécurité blockchain en collectant, en créant des wallets d'entreprise, en se reposant la question de dire cette clé privée, qui a eu accès? Si le mec part de l'entreprise, comment je fais pour... Moi, j'ai l'impression que... à un moment, il y a des boîtes comme Stripe, comme MongoPay, comme Swan, qui ont encapsulé le paiement pour que des gens puissent proposer des services financiers sans être eux-mêmes des services financiers. Moi, je crois que les API qu'on propose, tout ce qu'on développe, ce sera vu à la fin comme des services de finance décentralisés qu'on peut intégrer sans être un spécialiste de finance décentralisée, et ça augmentera énormément la sécurité, parce qu'aujourd'hui, quand moi je mets un bouton Stripe sur mon site, je vois pas les cartes bleues des clients finaux. Et ça, c'est la vision qu'on a chez Comet, c'est de dire à un moment, chacun sa spécialité, quoi. Non, c'est un très bon point et parfait pour finir. On va prendre donc 2-3 questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, en tous les cas, vous serez disponible après pour y répondre. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi à la limite, j'en ai une. Alors je sais qu'on vous la pose souvent, mais c'est sur le quantique ou l'IA en termes de sécurité. Et le quantique, c'est pas juste une histoire de casser du code, mais typiquement, on est dans un foisonnement technologique. Là, on parle de l'univers crypto, mais il se passe énormément de choses avec l'IA, le quantique. Comment vous abordez ces sujets? Je peux peut-être commencer. Parce qu'au-delà de porter les activités blockchain, je porte les activités techno-émergentes et donc il y a notamment effectivement ce sujet. La question, encore une fois, se poser la question de à quel point est-ce qu'on est exposé face à cette menace. Aujourd'hui, on entend le quantique, dans la tête de tout le monde, c'est un sujet de recherche.
Tout le monde se dit que on n'est pas concerné ou on le sera peut-être dans 50 ans. En réalité, non. En réalité, le quantique touche la cryptographie asymétrique et le NIST et l'ANSI, tout le monde dit qu'en 2030, les algorithmes qui font la base de la cryptographie depuis 50 ans seront obsolètes et en 2035, ils seront interdits. Ça fait peur. Tout ce qu'on a fait depuis 1975, c'est augmenter la taille des clés. Et à partir de 2030, ça suffira plus. Il y a de la cryptographie à toutes les couches quasiment du modèle OSI, et on ne saura même pas par où commencer pour savoir est-ce qu'il faut migrer, est-ce qu'il faut se protéger, etc. Dans le cas de la blockchain, c'est particulièrement critique parce que la blockchain repose sur ECDSA ou EDDSA, bref, des algorithmes de signature de cryptographie donc, qui sont le fondement même de la confiance de la blockchain. Et il y en a très peu qui résisteront à la menace quantique. Il y en a certaines, je pense à Ethereum, qui ont dans leur roadmap la transition vers la sécurité post-quantique. Et donc, une première recommandation serait peut-être de construire ces cas d'usage sur une blockchain qui a prévu ça, puisqu'il y a des blockchains qui n'ont pas prévu d'évoluer ou qui n'ont pas de gouvernance pour évoluer et qui donc ne résisteront pas face à cette menace. Un premier élément de réponse. Vincent? Ouais, tout à l'heure, on a parlé des smart accounts. L'idée, c'est de décorréler le compte et la manière d'accéder à son compte. Si vous prenez votre carte bleue, c'est un moyen de déplacer des fonds de votre compte en banque. Si vous perdez votre carte bleue, vous ne perdez pas votre compte. Sur Ethereum, aujourd'hui, la grande majorité des wallets, il y a une corrélation entre le compte et ce qui permet d'accéder au compte. On signe avec sa clé privée et on dérive la clé publique de la clé privée. Nous, on fait que des smart accounts depuis. On était peut-être un peu tôt. J'ai l'impression que ça commence à être un peu compris par tout le monde que décorréler le compte de la manière d'accéder à son compte, ça permet d'adresser justement le problème de pouvoir faire évoluer l'algorithme de cryptographie qui va permettre de déplacer des choses du compte. Sur l'IA, 99% de bullshit entre tout ce qui est IA et blockchain. Moi, je vois un cas d'usage que j'aime bien, c'est encore une fois dans la finance décentralisée, tout ce qui est bot d'arbitrage. On voit de plus en plus de choses qu'on appelle des agents IA. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils ont d'intelligence artificielle, mais en tout cas, je pense que sur, encore une fois, les incitations à innover off-chain avec de l'IA, de la computation off-chain, et ensuite d'aller apporter une preuve on-chain et faire un arbitrage sur de la finance, c'est un cas d'usage qui me parle. Sinon, quand je vois ces deux mots-clés, pour l'instant, justement, je ne regarde pas parce que je trouve que c'est très marketing. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. L'IA, pour nous, c'est un outil. On l'utilise déjà dans nos capacités de traçage, etc., mais pas que. Et aujourd'hui, on s'en sert donc avec des agents ou des bots. Mais vraiment, je dis la plus grande expression chez Chainalysis de l'utilisation de l'IA, c'est aujourd'hui ces bots d'interaction avec les scammers et qui vont aller avec des gens qui sont basés au Nigeria, en Asie, en Afrique de l'Ouest, puisque c'est des spots extrêmement connus pour les scams, différents scams. Et où finalement, on va aller récupérer toutes les informations qui vont permettre aux forces de l'ordre d'éviter, et voire aux banques, puisque aujourd'hui c'est le fléau des banques, elles sont responsables pour ce qu'on se ferait voler sur certains points. Finalement, c'est de permettre à toutes ces entités de proactivement prendre les mesures nécessaires pour bloquer les scammers avant que ceux-ci soient entrés en contact avec leurs clients. Et c'est là l'utilisation de l'intelligence artificielle chez Chainalysis. Après, j'ai pas autant de technicité que toi, comme tu le connais, Vincent. Donc, Pardon, juste pour préciser, moi je parlais de l'IA, on sait que ça consomme énormément de ressources et que la blockchain n'est pas du tout designée pour pouvoir fournir une capacité de calcul très grande. Donc quand je vois les deux mots associés, quand j'entends la blockchain qui fait de l'IA ou je sais pas quoi, c'est ça où je suis un peu méfiant, quoi. Du coup, il y a effectivement deux sujets quand on parle d'IA. Il y a soit l'IA sur la blockchain, et donc là, il y a beaucoup de projets décentralisés qui visent à proposer des modèles de langage, par exemple, on-chain, entièrement décentralisés. Et sinon, il y a l'IA au service de la blockchain, ce qu'on a évoqué, et même plus largement l'IA au service de la sécurité, ce qui englobe donc notamment ça. Et typiquement, de notre côté, on a notre CERT, Orange Cyberdéfense, qui l'utilise pour améliorer sa compréhension de la menace, pour automatiser le plus de tâches possibles et pour que tous les indicateurs de compromission qui sont détectés, par exemple, qui sont la signature de Lazarus, soient automatiquement détectés par nos EDR managés, par exemple, ou nos SOC managés, pour que
concrètement, la moindre TPE, PME qui est protégée le soit face à la menace étatique grâce à la compréhension de la menace du CERT. Donc ça, c'est une bonne utilisation de l'IA. Sinon, quand on parle technologie innovante dans la blockchain, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler des innovations cryptographiques au-delà de la post-quantique. Il y a le MPC, le Multi-Party Computation, pour la gestion des clés privées et s'affranchir de HSM. Il y a le FHE, Fully Homomorphic Encryption, dont Zama, qui était précédemment présent, en était représentant. Et il y a beaucoup de choses. Donc voilà, plein de belles innovations qui risquent d'améliorer, on l'espère, la sécurité. Super, merci beaucoup. Je tente une dernière fois, si jamais il vous reste une question, on peut la prendre. Et sinon, écoutez, merci beaucoup, messieurs, vous pouvez les applaudir et si vous avez des questions. Merci.